Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Labo des Savoirs, émission spéciale au Chronographe, le musée d'archéologie de Nantes Métropole dans le cadre des Journées nationales de l'archéologie. Le Chronographe qui inaugure aujourd'hui même, samedi 15 juin 2019, sa toute nouvelle exposition intitulée « Prenez soin de vous, archéologie du soin et de la santé ». Au-delà de l'acte médical, que signifie prendre soin ? De tout temps, l'humanité s'est dotée d'outils et de savoirs ayant pour objectif la préservation et l'entretien du corps. Bien avant la chirurgie et la médecine, l'hygiène, l'allaitement maternel, le suivi, le soutien ou encore l'entraide étaient considérés comme des soins. Au fil des siècles, les techniques pour remédier aux maux et aux maladies n'ont cessé d'évoluer, les instruments sont devenus plus précis, plus sophistiqués. Et la prise en charge des individus malades, handicapés ou simplement âgés, différents, comment a-t-elle évolué ? Aujourd'hui, l'archéologie, notamment funéraire, permet une lecture de plus en plus précise à la fois de la gestion, mais aussi de la considération des personnes vulnérables à travers les époques. Archéologie du soin et de la santé, c'est le thème de cette nouvelle émission co-animée par Agathe Petit et Jérémy Frexas. Bonjour Jérémy. Bonjour Agathe. Nous sommes en compagnie de l'une des 3 commissaires de l'exposition, Valérie Delattre, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéo-anthropologue à l'INRAP, spécialiste des pratiques funéraires et culturelles de la proto-histoire au Moyen-Âge, ce qui est une sacrée période quand même, assez longue. C'est un vaste champ chronologique. Absolument. Vous étudiez plus spécifiquement les comportements de nos ancêtres vulnérables, différents et handicapés moteurs, et leur inclusion-exclusion dans les sociétés du passé. Alors Valérie, vous êtes, on vient de le dire, archéo-anthropologue. Est-ce que vous pourriez nous indiquer un peu quelles sont les autres disciplines qui essayent de reconstituer l'histoire des humains fragiles, je crois que vous les appelez les corps différents, à partir de restes humains ? Alors, l'archéoanthropologie, c'est une vaste discipline qui considère l'homme dans ce qu'il a de plus intime. En fait, c'est Bones, dans les séries télévisées. Donc, on fouille des contextes funéraires, on étudie des squelettes, et donc on a accès à tout ce qui concerne la matière osseuse. Évidemment, on peut adosser à ces techniques des études d'ADN, de paléogénétique, etc. Mais mon métier, c'est de travailler sur la matière osseuse. Bien évidemment, j'ai accès à toutes les pathologies qui ont une lecture osseuse. Un rhume, une varicelle, une rougeole me sont totalement inconnus. En revanche, tous les traumatismes, une fracture, l'arthrose, toutes ces pathologies qui laissent des traces me sont lisibles. Donc toute une part des handicaps psychiques, mentaux, etc. ne sont pas accessibles. En revanche, tout ce qui concerne le corps différent, c'est pour ça que je les appelle ainsi, me permettent d'avoir accès à la vulnérabilité, et ce, au plus lointain des temps. Mais c'est aussi une discipline qui doit être forcément pluridisciplinaire, et donc on fait intervenir des paléopathologues. Ce sont les médecins des morts et de nos ancêtres. Et donc on travaille en osmose avec des médecins qui font des diagnostics rétrospectifs, c'est-à-dire sur des patients qui sont très très peu bavards, qui ne peuvent pas indiquer là où ils ont mal. Et donc c'est forcément à nous d'être intuitifs et scientifiques pour pouvoir émettre un diagnostic. Alors dans le cadre précis de ces travaux que vous menez, quel a été l'apport particulier de l'archéologie funéraire ? Alors l'archéologie funéraire, c'est intéressant en ce sens qu'on a accès à l'individu stricto sensu. Lui seul, il nous livre son identité sans filtre. On n'a pas le filtre des déchets ou le filtre de son habitat ou des textes. Rien de plus subjectif qu'un texte. Tandis qu'avoir accès à un squelette, il ne peut rien nous cacher. Donc forcément, on peut avoir une lecture immédiate de tout ce qui était différent et tout ce qui pouvait avoir trait à sa propre vulnérabilité. En fait, la lecture, elle est sans aucun filtre et sans aucune grille de lecture. Et qu'est-ce que les rites funéraires, ou en tout cas nos anciens rites funéraires, peuvent dire de la façon dont les sociétés traitaient finalement les personnes handicapées, les personnes fragiles ? Alors, quand on fait de l'archéoanthropologie, en fait, on a 2 composantes. Une composante qui est strictement biologique, que je viens de vous exposer, et qui donc intègre la paléopathologie. Mais indépendamment de ça, on a accès à l'âge, au décès, au sexe, à tout un tas de pathologies, la stature, la taille, etc. Donc une sorte de carte d'identité biologique. Mais on a aussi une composante culturelle. C'est-à-dire qu'un individu a été
un défunt a été enterré par ses proches, donc avec un rituel, quel qu'il soit, néolithique, l'âge du fer, etc., avec des objets, soit des objets qu'il a portés, soit des objets qui ont été déposés dans la tombe, et qui plus est, la tombe, elle a été orientée, elle a été installée au centre d'un tertre, d'une pyramide, si on s'appelle Toutankhamon, et toute cette lecture culturelle, qui est le fait d'un groupe et d'une composante sociale, nous permet d'avoir accès au statut social du défunt. En règle générale, même s'il faut nuancer, on dit que le monde des morts est le reflet du monde des vivants. Alors, plus on est riche, plus on aura tendance à avoir une tombe ostentatoire et opulente, et à l'inverse, plus on est humble et plus la tombe sera dénuée d'objets. Et ces deux composantes, la façon dont la tombe est organisée, nous permet de savoir si la personne a été intégrée au groupe, si elle a bénéficié des mêmes rituels que les autres, si topographiquement elle a été écartée. On a fait toute cette recherche. Est-ce qu'un corps différent, le seul fait d'être différent, pouvait vous exclure du groupe quand le regroupement est la règle funéraire? Donc, toute cette démarche a été entreprise, et ces deux composantes de l'archéoanthropologie nous permettent d'avoir accès au statut des défunts. On va s'attarder un peu plus sur cette deuxième composante, donc sur la lecture culturelle. C'est quelque chose, je pense, qui est bien illustré par cette citation qui est extraite d'un entretien entre Henri Dudet et Hervé Guy dans un article intitulé Kadravexki, qui nous dit qu'un des problèmes historiques majeurs est de savoir comment la société des vivants reproduit ou déforme son image dans l'organisation de la cité des défunts. En quoi est-ce que l'organisation topographique, la hiérarchisation, telle qu'on peut les percevoir à l'intérieur d'un ensemble funéraire, sont informatives de la sociologie d'une population? Donc vous avez commencé un peu à nous expliquer justement les différents aspects qui étaient importants à considérer lorsqu'on essaie d'avoir une lecture culturelle de ces rites funéraires. Donc comment est-ce que ces restes peuvent nous renseigner de manière plus précise sur la société qui les a produits? Par exemple, en archéologie funéraire, on peut travailler sur la marginalisation. Savoir quels étaient les individus au sein d'une société ou d'un groupe qui pouvaient être marginalisés. On peut avoir des marginalisations liées à l'âge. Les bébés non baptisés à l'époque médiévale n'ont pas accès à la terre consacrée du cimetière. On les dépose ailleurs. Les prostituées, les sorcières, tout un tas de personnages sont exclus de la nécropole. À l'époque gauloise, on a tout un tas d'individus qu'on va retrouver dans des silos à grains. Alors, il faut étudier leur statut. Donc, la marginalisation et la mise à l'écart, ce sont des phénomènes qu'on peut lire avec nos grilles de lecture. Donc, le questionnement, s'agissant des personnes handicapées, des personnes différentes, était de savoir si le seul fait de cette différence physique les faisait bénéficier, avec des guillemets, de cette mise à l'écart. Or, la multiplication des études des contextes funéraires de toute époque, sauf cas rarissime, nous montre une inclusion assez systématique et une mise en scène de la tombe à l'égal des autres. Je pense à des individus lourdement handicapés, amputés, retrouvés dans des cimetières carolingiens, donc dans un cadre paroissial, et qui bénéficient des mêmes rituels et des mêmes pratiques que les autres, et ce de tout temps. On retrouve des individus lourdement handicapés, parfois appareillés, qui bénéficient de la liturgie en vigueur au sein de leur société. Je n'ai que très peu d'exemples, mais vraiment anecdotiques, d'individus qui ont été exclus, mais qui plus est, comment affirmer que c'est leur seule différence qui les a exclus? Ils pouvaient avoir cumulé, entre guillemets, les pathologies ou les handicaps. Tout simplement avoir commis une faute. Exactement, on peut avoir plusieurs casquettes. Et tout ça, c'est très difficile à savoir aujourd'hui. Vous nous avez expliqué que vous travaillez, vous, sur les squelettes. Est-ce que, finalement, toutes les vulnérabilités sont identifiables et étudiables de façon équivalente ou pas? Non, bien sûr, on n'a accès qu'à ce qui est lisible sur l'os. Donc, on peut voir tout un tas de pathologies, le rachitisme des enfants, l'arthrose, l'arthrite, les pathologies liées à l'âge. Les seniors en archéologie sont tout à fait accessibles, mais comme je vous le disais, ces pathologies mentales, je ne peux pas avoir accès. La surdité, la cécité, je ne peux pas y avoir accès, sauf cas extrême. Il y a en Grèce des collègues qui ont travaillé sur des plongeurs qui allaient récupérer du corail et qui, à force de multiplier les plongées en profondeur, avaient le conduit auditif qui se bouchait, donc on pouvait évidemment préjuger d'une surdité. En revanche, maintenant, il y a des techniques de pointe. On fait passer à nos vieux patients, squelettes ou momies, des IRM, où on leur fait faire des tomographies du cerveau qui nous permettent,
en 3D, d'avoir une lecture de zones lésées dans le cerveau et de pouvoir diagnostiquer des paralysies, tout un tas de pathologies qui ne sont pas lisibles sur le squelette. Pour ce qui est des pathologies mentales, justement, est-ce que des traces de trépanation peuvent pas être des indices de maladies mentales ? Alors ça peut être les séquelles. Effectivement, la trépanation est un geste assez universel et qui a été pratiqué depuis le néolithique, qu'on pratique toujours à l'heure actuelle, mais avec des protocoles chirurgicaux de pointe. Au néolithique, on trépanait les personnes souffrantes, alors de migraine ou de paralysie. Je ne sais pas quel était le symptôme qui faisait décider d'une trépanation. On trépanait au silex, donc avec un geste assez assuré, donc par grattage, par raclage ou par perforation. Et sans anesthésie, évidemment. Alors, sans anesthésie telle qu'on la connaît, mais on espère qu'il y avait une connaissance assez aiguë et aboutie des herbes, d'une pharmacopée assez aboutie, des champignons, pour permettre aux patients de survivre à l'opération, sachant que ostéologiquement, on peut savoir si le patient trépané a survécu. Notre interrogation, c'est dans quel état ? Vraisemblablement, au silex, on devait plus ou moins tutoyer la dure mère et le cerveau. Donc il y a de fortes risques que le patient survive de façon amoindrie, avec des séquelles mineures comme des migraines ou des séquelles majeures comme des paralysies. Et auquel cas, la démarche et l'étude est tout aussi intéressante, puisque ça veut dire une prise en charge par le groupe. Donc en fait, une trépanation en soi, c'est un trou dans la tête, mais ça ne veut pas dire que ça. Ça veut dire quelqu'un qui prend la décision, ça veut dire quelqu'un qui opère. Neurochirurgien au silex, faut avoir l'envie. D'où parfois expérimentation animale en amont, comme on a récemment trouvé sur un crâne de vache. Et puis après, une communauté de paysans, d'agriculteurs qui se regroupent auprès de l'un d'entre eux qui est extrêmement vulnérable et dépendant. Ça nous amène tout de suite à la question suivante. Est-ce que justement cette organisation autour des plus faibles s'est mise en place rapidement au sein du genre humain ? Est-ce que ça s'est toujours fait comme ça ? Alors, je ne peux pas être péremptoire et dire toujours, on a des exemples. On peut remonter jusqu'à Néandertal. Alors, Néandertal, on doit avoir 100 tombes dans le monde de Néandertaliens. On est 100 000 ans avant notre ère à peu près. Il existe 2 tombes seulement qui ont été trouvées en Israël avec 2 petits-enfants qui sont handicapés, paralysie infantile et hydrocéphalie. Et ces petits-enfants, dans la mort, sont accompagnés par un adulte. Les 2 seules tombes doubles que l'on ait trouvées chez Néandertal. Avec nos grilles de lecture, on parle d'accompagnement dans la mort. Donc, en reprenant à rebours l'histoire de cet enterrement particulier, il est aisé et assez légitime d'affirmer que Néandertal n'a pas laissé dans la mort 2 petits qui n'étaient pas autonomes, qui étaient déficients, et le même accompagnement de leur vivant a été prolongé dans la mort. Donc, on voit un groupe, alors familial, je ne sais pas comment s'organisait la vie sociale de Néandertal, mais au moins, il prenait soin dans la vie, comme il accompagnait dans la mort quelqu'un qui était défaillant et qui, dans son au-delà, n'aurait pas été capable de se débrouiller tout seul. Et les exemples archéologiques que l'on trouve, que ce soit par exemple la fabrication d'une prothèse à l'époque mérovingienne, le cas dans le Jura d'une prothèse mérovingienne, c'est un individu assez âgé qui a été amputé des 2 avant-bras. Vous imaginez la rudesse des temps au 7e siècle avec 2 avant-bras amputés. Eh bien, il faut imaginer que le forgeron du coin a fabriqué une prothèse avec une lame bifide, qu'on a été récupérer, là une boucle de ceinture, là une boucle de chaussure, des liens en cuir, et on lui a fabriqué une espèce de fourche qui lui permettait au moins de piquer les aliments. Et donc, le seul fait de regarder cet objet qui est improbable, qui ne vaut que pour lui, qui n'est pas issu d'un catalogue de prothèses mérovingiennes, eh bien on peut très bien imaginer que la communauté, ses proches, l'un a amené du fer à recycler, l'autre avait des boucles, etc. Et on s'est mis au service de celui qui était vulnérable. Donc, rien de péremptoire, mais des exemples qui montrent l'organisation des groupes autour de quelqu'un qui est défaillant. Et les premières traces, finalement, d'augmentation oui, déjà, des hommes réparés puis augmentés. C'est ça. On poursuit cette émission dans quelques instants, juste après une pause musicale.
C'est bon à savoir, c'est bon de savoir, c'est le Labo des Savoirs. De retour au Labo des Savoirs où nous parlons d'archéologie et d'archéologie du soin et de la santé plus précisément. Alors justement, le soin, la santé, est-ce que ça n'a pas finalement... ça n'a pas été pendant très longtemps de l'automédication ? Alors, bien évidemment, quand on parle santé et médecin, inévitablement, le mot médecin apparaît. On imagine des corporations de gens qui soignaient. Il est évident que la prévention et l'automédication devaient exister au sein des familles, au sein des groupes. Mais vraisemblablement, de tout temps, il a existé des hommes qui avaient le savoir. Alors, on les appelle des chamans, des hommes médecine, comme on veut. Mais toujours, dans chaque groupe, et l'ethnologie le confirme, il y en a un qui détient le savoir qui lui est apporté par les dieux, par les plantes, l'un n'excluant pas les autres. Et donc, au plus loin que l'on puisse remonter, on peut imaginer, et on trouve parfois des tombes avec des mobiliers particuliers, avec des ailes d'oiseaux, avec quelques traces d'opium, enfin des tas de choses qui nous laissent imaginer qu'on a affaire à des hommes qui ont le savoir. Et donc, ce sont ces hommes-là qui ont été à l'origine de ces corporations de médecins qui vont s'installer, de spécialistes, etc. Mais il y a des hommes privilégiés en lien avec les ancêtres et les divinités qui doivent connaître les plantes, la pharmacopée, etc. Est-ce qu'il s'agissait vraiment de guérir ou bien plutôt de soulager ? Quelle est la différence entre guérir et soulager ? Alors, soulager, c'est avant la guérison, vraisemblablement. La démarche, on ne peut pas la préjuger. En revanche, quand on imagine quelqu'un au néolithique qui prend un silex et qui décide de trépaner un proche, son voisin, c'est forcément il a des intentions bienveillantes. Ou sinon, il le laisse en souffrance et il le laisse mourir. Donc, soigner ou guérir, on peut peut-être pas mettre le terme, mais en tout cas, l'acte est dans l'aide et dans l'assistance. Et ça, ces gestes-là, on peut les décrypter au plus loin. Quand à Chanidar, en Irak, un vieil homme vraisemblablement était atteint de gangrène et qu'un des membres de son groupe a pris la décision de désarticuler son coude pour l'amputer, donc pour lui rendre service, guérison ou soin, je ne sais pas, mais en tout cas, il l'a aidé à survivre. Et on est 45 000 ans avant notre ère. Justement, on parle pas mal de trépanation. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le premier acte chirurgical ? C'est le premier acte lisible, archéologiquement et anthropologiquement. Encore que la désarticulation d'un coude qui ne laisse pas de traces, parce qu'il n'y a pas forcément de traces lisibles sur l'os, bon, qui plus est, il est mal conservé, mais désarticuler un membre pour sauver d'une gangrène ou d'une infection, c'est déjà un acte chirurgical. Mais effectivement, notre lecture de la chirurgie, elle apparaît avec les neurochirurgiens de la préhistoire, et puis parce que le geste est assez spectaculaire dans l'intention et spectaculaire dans le vestige ostéologique qu'il nous a laissé. Et quels étaient leurs instruments ? Du silex tranchant, coupant, raclant, tout ce qui fait plaisir. Quels ont été, pendant cette vaste période que vous étudiez, les lieux consacrés aux soins, à la santé ? Y avait-il des hôpitaux à l'époque préhistorique ? Je suis bien en peine de vous le dire. Je pense vraisemblablement qu'avant qu'on regroupe les malades pour les soigner, soit par pathologie ou soit parce qu'ils étaient indigents, les médecins ou les hommes qui détenaient le savoir étaient itinérants. On le sait pour des époques récentes comme l'époque gallo-romaine. Les médecins avaient leurs mallettes, leurs sacoches, et tant mieux, parce que la plupart du temps, ils nous ont laissé dans leur tombe leurs petits nécessaires avec tous leurs instruments et leurs fioles. Les médecins étaient itinérants. On n'a pas d'officine préhistorique, alors peut-être que, et on ne sait pas les lire, on ne sait pas les décrypter, mais probablement que c'est les hommes qui se déplaçaient et qui transmettaient des savoirs par du biais de tutorat et de transmission des connaissances et des expertises. Est-ce qu'on peut peut-être plus parler de lieux d'accompagnement éventuellement, à partir du moment où ça s'est formalisé, pas forcément au néolithique, mais un peu plus tard ? On peut parler même d'hôpitaux. Il y a des hôpitaux en Grèce, il y a des lieux qu'on pourrait appeler des hôpitaux en Égypte, mais on est loin de la préhistoire et de Néandertal. Très, très tôt, la science et la médecine vont s'organiser. Effectivement, avec des lieux. On connaît des hôpitaux pour les gladiateurs. Galien était un grand médecin. On connaît des hôpitaux romains fouillés en Angleterre. On connaît ces grands hôpitaux, pour le coup, des hôpitaux psychiatriques
que les grands savants musulmans comme Averroès et Avicenne ont développé. La médecine arabe a été très tôt impliquée dans tout ce qui concernait les maladies mentales et les maladies psychiques. Et on est au 7e, 8e siècle. À Bagdad, et à Damas, on a des hôpitaux psychiatriques où on soigne les gens. On essaye vraiment de les soigner et de les guérir. Et on essaye aussi de trouver l'origine du mal. Donc on fait des soins, on écoute les gens, on les fait parler. Donc on est vraiment dans une écoute des malades et de la psychiatrie, avec des regroupements d'aliénés. Mais je ne peux pas vous dire qu'à la proto-histoire, à l'âge du bronze ou à l'âge du fer, nos ancêtres allaient à l'hôpital. Ça, je ne peux pas. Et ces lieux de regroupement, justement, puisque c'est le terme que vous avez employé, est-ce que c'est plutôt un signe d'inclusion ou d'exclusion ? Eh bien, c'est les deux à la fois, puisque... on inclut, on regroupe des malades. Alors, le fait de les regrouper, même si on ne connaît pas les mécanismes de la contagion, des microbes, etc., c'est les aider à se soigner et on préserve la communauté qui va bien. On isole les malades pour leur bien et on préserve les autres. Mais de la même manière, là, on va galoper et traverser les siècles. Arrivons au siècle des Lumières. Siècle des Lumières, lumineux pour tout le monde, sauf pour plein de gens. Et en l'occurrence, prenons les aveugles et prenons les sourds. Au XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, Louis Braille va inventer le braille. L'abbé de l'Épée va inventer, en reprenant ce qui se faisait dans les abbayes cisterciennes, le langage des signes. Et on s'est dit, on va regrouper les petits aveugles entre petits aveugles, les petits sourds entre petits sourds. Et donc, pour le bienfait de leur éducation, on les a extraits de la société. Et donc, on a regroupé pour isoler. Et donc, c'est pernicieux comme démarche et elle est tout à fait contemporaine. L'inclusion des personnes handicapées, elle est complexe parce qu'on a des instituts pour jeunes autistes, des instituts pour handicap, etc., etc. Et tout le monde est isolé du quotidien de l'école, de l'entreprise. Et donc, en fait, il y a tout ce travail à refaire parce qu'on a formalisé les choses, on les a nommées. Et le XVIIIe siècle en a été sous couvert, et évidemment, tant mieux que chacun ait accès à l'écriture, à la lecture en fonction de ses moyens, mais on a isolé les gens du quotidien. Et parce que finalement, le handicap, on l'a bien compris, il a toujours existé, même si ce n'est pas comme ça qu'on le nommait, mais sa prise en charge, elle est plus tardive. Ah non, il a toujours été pris en charge, mais on ne se levait pas le matin en disant « nous allons prendre en charge les personnes handicapées, notre groupe ». On avait des voisins, des proches, quelqu'un qui était en souffrance et dont on se chargeait. Mais le ou les handicaps étaient beaucoup plus présents. Pas de lunettes, âgés avec des pathologies liées à l'âge, tout un tas de pathologies, une double fracture. On parle souvent des fractures des footballeurs. Donc une double fracture, bien réduite et bien consolidée. Au bout de 3 mois, vous n'avez pas de soucis. Et si vous êtes un footballeur, vous reprenez votre saison tranquillement. Vous êtes au Moyen-Âge, vous tombez de cheval ou vous avez un accident dans les champs. Vous vous cassez le tibia et le péroné. Personne ne sait réellement réduire et consolider une fracture. Elle se reconsolide de façon totalement anarchique. Et vous allez être boiteux toute votre vie. Donc potentiellement, avant le 19e, le 20e siècle, où vraiment vont se développer des soins chirurgicaux, des appareillages compensatoires, etc. Chacun est handicapé en puissance. Donc, on ne formalise pas les choses en disant handicapé, pas handicapé, handicapé. On est avec des mots divers et on prend soin les uns des autres. Et du coup, ça fait peut-être presque davantage partie du quotidien. Ah, bien évidemment. Et non seulement ça fait partie du quotidien, mais il n'est que de regarder la représentation, la représentativité des personnes handicapées. Quand on fait de l'histoire de l'art, aller dans un musée, aller au Louvre, regarder les chapiteaux des abbayes quand vous les visitez, les personnes différentes, amputées, bossues, sur la céramique, sur les mosaïques, elles sont partout parce que c'est le quotidien d'être potentiellement abîmé. Donc finalement, est-ce qu'il y a, d'un point de vue social, un lien entre le soin et l'empathie ? Bien sûr. Bien sûr. À partir du moment... Alors, déjà, on peut se soigner soi-même. C'est déjà quelque chose d'important. Prendre soin de soi, c'est important. Mais prendre soin de l'autre, c'est avoir envie de l'aider. Soigner quelqu'un, c'est une démarche totalement altruiste. Alors, elle peut être aussi sous couvert professionnel. Mais un médecin, un professionnel, s'il n'a pas l'altruisme, le problème qui se passe actuellement avec les urgentistes, le problème dans les hôpitaux, c'est qu'ils ont les gestes, la technique, tout ce qui est à disposition. Il leur manque
toute cette composante humaine de lien d'homme à homme, de lien tissé entre le malade et le patient, ou entre celui qui aide simplement. Il n'y a pas forcément le savoir médical, mais aider quelqu'un, il faut forcément avoir une empathie solidement chevillée au corps. Et ce soin, cette empathie, est-ce qu'elle a toujours été là, ou est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire où il y a un avant et un après l'apparition du soin ? Alors on va faire des colloques et des tables rondes pendant des heures. On ne peut pas être péremptoire, mais à partir du moment où les vestiges archéologiques nous donnent des indices, on ne va pas en conclure que l'humanité était joyeuse, radieuse avant et que c'est nettement moins bien maintenant. On a plein d'exemples qui effectivement sont réjouissants et rassurants de prise en charge. Mais on peut parler des nazis et de l'action T4, c'est pas très loin, on n'est pas dans l'archéologie mais dans l'histoire. La santé, c'est un curseur. Quand tout va bien, ça va bien pour les vulnérables, pour ceux qui sont défaillants, ceux qui sont dépendants et qui ne sont pas autonomes. Mais à partir du moment, soit à des fins eugénistes, soit à des fins économiques, au Moyen-Âge, quand il y a la guerre de 100 ans, ok, on peut prendre soin des vieux, des estropiés, mais quand il n'y a plus à manger, eh ben, quand on est dépendant, on devient vite une bouche inutile. Vous voyez, c'est dans les sociétés qui vont bien, a priori, ça devrait aller bien pour tout le monde. Mais quand ça se corse, que ce soit de façon économique ou idéologique, le programme Action T4, quand on l'étudiera dans 3000 ans et qu'on aura un regard archéologique, c'est la barbarie absolue, c'est-à-dire au prétexte de la vulnérabilité, tu ne fais pas partie de la belle race humaine, donc je t'élimine. Alors, le passé n'est pas que idyllique et radieux, on a des cas de génisme ou de sacrifice, mais on n'a pas de lecture archéologique d'une violence systématique appliquée au seul prétexte de la différence. On a plutôt des indices de ce que les gens étaient, tant bien que mal, attentifs les uns aux autres, inventaient des appareillages, mettaient au point des opérations chirurgicales, etc. Et c'est plutôt rassurant. Et il y en a que ça n'a pas gêné en termes d'ascension sociale. Si vous évoquiez Toutankhamon tout oui, à l'heure. Oui, bien sûr, Toutankhamon, qui est en visite à la Villette à l'heure actuelle, était un jeune pharaon vraiment polyhandicapé, parce que non seulement il est atteint de tas de maladies congénitales, puisque forcément papa avait épousé sa sœur, donc forcément les lignages étaient un petit peu compliqués, mais qui plus est, il avait un pied beau. Et donc, ce jeune pharaon se déplaçait en boitant, avait des cannes, indépendamment de tous les trésors en or et en lapis-lazuli qui ont été trouvés dans sa tombe. On a aussi des petites cannes en roseau qui sont extrêmement émouvantes. On a sa momie qui nous montre qu'il était boiteux. Et qui plus est, il est souvent représenté comme tous les pharaons en train de tirer l'arc, mais il est assis. C'est-à-dire que la stature debout lui était compliquée. Et Toutankhamon était probablement le premier archer paralympique de l'humanité. Et ça ne l'a pas empêché d'être un pharaon de courte durée, mais on a... Roosevelt était un président américain qui était en fauteuil roulant. On a Arégonde, la grande reine mérovingienne qui est enterrée à la basilique Saint-Denis avec force, or et bijoux, et Soieries qui était atteinte de poliomyélite. La dame de Vix, le tumulus protohistorique, elle est aussi polyarthrisée. Et voilà, ça n'empêche pas le statut social, ça n'empêche pas l'accession. Alors, soit le handicap de naissance, comme chez Toutankhamon, ne l'empêche pas d'être un pharaon à l'égal des autres, soit le handicap ou la pathologie acquise au fil de la vie ne fait pas qu'on est dénué du statut social qu'on avait auparavant. Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours. Aline Durand est enseignante-chercheuse en histoire et archéologie du Moyen-Âge à l'Université du Mans. Elle travaille depuis des années sur l'association entre sciences de l'homme et sciences de la nature, en faisant par exemple appel à l'anthracologie, l'étude des charbons de bois. Elle commence aujourd'hui un nouveau projet intitulé Solarchéochimie, où elle collabore notamment avec l'Institut des molécules et matériaux de l'Université du Mans. Son but, développer, grâce à la chimie, un outil qui permettra peut-être de repérer bâtiments ou cimetières enfouis dans le sol. D'innombrables vestiges enfouis peuvent être retrouvés par l'observateur attentif lorsque les conditions sont favorables. Ces traces, ces taches de la terre,
vont nous révéler le passé lointain et méconnu d'une région entière. Le premier travail de l'archéologue, c'est de réunir la documentation. C'est déjà une manière de prospecter, c'est-à-dire aller voir les prospections anciennes au FRA. Est-ce qu'il y a eu des opérations, des prospections, même la documentation du 19e siècle qui peut parfois être très utile, notamment sur les sites médiévaux, puisque je suis médiéviste. Des images, le cadastre napoléonien, pour des photos aériennes aussi, des missions des Alliés notamment dans les années 40, pour repérer si le site a changé. Ce sont les survols aériens effectués à bord de petits avions de club qui rendent aujourd'hui possible la redécouverte de notre paysage et l'exploration du passé. Moi, ce que je cherche au travers de ce projet, c'est à donner un outil supplémentaire aux archéologues pour mieux cibler leurs fouilles. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup d'outils de prospection. Prospection magnétique, prospection électrique, prospection évidemment pédestre, prospection aérienne, il y a du lidar, il y a beaucoup d'outils à la disposition des archéologues. Des outils qui se sont vraiment beaucoup affinés, sont devenus beaucoup plus techniques ces 15 dernières années et qui sont complètement complémentaires les unes des autres parce qu'elles ne donnent pas forcément les mêmes signaux de ce qui est enfoui dans le sol. Je pense que faire aussi un outil de prospection chimique en lien avec ces autres méthodologies peut permettre de croiser les données et de savoir repérer un certain nombre de zones, notamment par exemple des zones de dépôt organique. Ces travaux ouvrent la voie à des recherches nouvelles qui se développent un peu partout en France. Il y a un certain nombre d'éléments chimiques qui vont donner dans les phosphates et leurs dérivés, bien sûr, parce que c'est la décomposition de la matière organique. Donc on va cibler, oui, les phosphates, on va cibler le pH, parce que c'est toujours intéressant de savoir si on a des sols acides ou basiques, et surtout sur la longue durée. On va cibler aussi tout ce qui est le fer, l'aluminium ou le magnésium, parce que ça donne aussi des indicateurs complémentaires. Nous le savons maintenant, la Terre garde les empreintes du passé. Il nous faut apprendre à les observer, à les déchiffrer, mais aussi à les préserver. L'analyse chimique des sols permet de retracer un peu les activités qui ont eu lieu sur ces sols archéologiques. Est-ce que vous y avez dormi? Est-ce que vous avez préparé de la nourriture? Et quelle nourriture? Est-ce qu'au contraire, c'était d'autres types d'activités? Et l'analyse chimique vient en complément d'autres marqueurs, le mobilier céramique notamment. Mais dans certains cas, vous savez, les archéologues se retrouvent face à des bâtiments qui ont livré très peu de mobilier. Et dans ce cas-là, c'est problématique et toujours difficile de savoir qu'est-ce qui s'est passé véritablement, comment les sociétés ont utilisé ces bâtiments. Alors la santé et la médecine évidemment ne sont pas abordées de la même façon selon les différentes régions du globe. Je vous propose d'écouter un extrait de La Tête au carré et c'est Hervé Guy, un autre commissaire de cette exposition dont on parle aujourd'hui, petite dédicace, qui répond. Non, pas du tout, bien sûr, parce que si vous voulez, pour ne citer que Philippe Descola qui comment dirais-je, divise l'humanité en plusieurs ontologies, on va dire, comme l'animisme, le totémisme, le naturalisme, enfin voilà. Donc on sait très bien que l'environnement, effectivement, pèse aussi sur la manière dont les cultures se sont développées, et donc un même mot n'aura pas les mêmes, on va dire, conséquences, que ce soit en France ou alors en pleine Amazonie. Voilà. Et alors, par exemple, moi, il y a un exemple que j'aime bien citer. On parlait de santé mentale. C'est une jeune collègue qui travaille actuellement à Marseille, qui fait une anthropologie du rire. Et elle a pu montrer, lors d'un épisode qui s'est passé en Tanzanie, il y a eu un fou rire dans un collège de filles. Et les autorités civiles, médicales et puis coutumières se sont saisies du fait et qui a dû être analysé parce qu'on ne comprenait pas pourquoi ces jeunes filles riaient tout d'un coup. Voilà, donc on a parlé d'hystérie collective, enfin de mots assez forts. Ouais. En fait, cet anthropologue explique bien que le rire chez l'enfant n'est pas toléré. Effectivement, dès qu'ils se mettent à rire ensemble, ça devient un épisode, on va dire, d'hystérie collective. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Valérie Delattre ? Je ne peux que souscrire aux propos d'Hervé qui pense que, évidemment, la santé
le handicap sont des curseurs socio-économiques et qu'on n'est pas logé à la même enseigne. C'est la fable de La Fontaine, que vous soyez riche ou misérable. Donc lui va citer l'Amazonie. Moi, je peux parler, puisque je travaille sur le handicap. Vous prenez un bon tremblement de terre à Haïti avec beaucoup de personnes amputées qu'il faut appareiller. Handicap International va fabriquer des prothèses avec les matériaux locaux. Donc on va avoir du bois, des bouts de pneus, du plastique et on va appareiller les gens comme on peut. Vous êtes dans un pays anglo-saxon, vous êtes amputé de la même manière, vous allez être équipé de prothèses en titane qui valent une fortune, et puis vous allez faire les Jeux paralympiques et vous appelez Oscar Pistorius. Voilà. Donc évidemment, il lui est arrivé des bricoles par la suite, mais qui n'étaient pas liées à ces appareillages. Mais de toute façon, ce sont des curseurs extrêmement importants qui nous permettent de jauger du bon état de santé d'une société. Alors évidemment, le soin apporté aux personnes handicapées diffère, mais la notion même de handicap également peut différer en fonction des régions du globe. Bien sûr, nous on va mettre un curseur extrêmement pointu, on a maintenant tout un tas de handicaps dits invisibles, etc. Donc on va multiplier les pathologies en leur appliquant un caractère invalidant. Par exemple, en Australie, avant que les Anglais arrivent, il n'y avait absolument pas de terme pour définir le handicap. Ça n'existait pas. On disait un tel est un peu plus lent que les autres. L'autre marche difficilement. Mais en aucun cas, c'était une pathologie qui était appliquée et qui était une défaillance. Il faut imaginer que l'OMS considère encore maintenant que le handicap, c'est une déficience. Ce n'est pas une différence, c'est une déficience. Alors, en France, tout un tas d'avocats, vous prenez le dictionnaire, on va vous parler de quelque chose qui est en moins, qui amoindrit, qui alourdit, alors qu'il faudrait juste parler de différence. Alors on va remonter un peu dans le temps et on va revenir au point de départ de ces études qui est souvent la paléopathologie. Et donc finalement, quel est l'objectif de cette discipline ? Est-ce que c'est juste constituer un catalogue de pathologies ou est-ce que c'est d'essayer justement à partir de ces études d'avoir une lecture pour questionner nos sociétés actuelles ? Alors, la pathologie, c'est une discipline passionnante qui est pour partie née des cabinets de curiosité. Et c'est vrai qu'au tout début, le mot paléopathologie, il existe que depuis 1910 à peu près. Donc c'est vraiment quelque chose de très récent. Et bien évidemment, au début, ça a été une course à la plus ancienne pathologie, une espèce de recension de moi j'ai la plus vieille lèpre, oui mais moi j'ai la plus vieille polio. Donc en fait, c'était une espèce de course qui n'était pas scientifique. Voilà, on se battait pour avoir le cas clinique le plus ancien. Mais à l'heure actuelle, maintenant, on fait des études sanitaires. On étudie l'état sanitaire des populations. Et pourquoi on le fait ? On le fait parce que ça participe de la même curiosité qu'on a sur la façon dont mangeaient les gens, se déplaçaient les gens, ou comment ils habitaient, savoir comment ils étaient en bonne santé ou pas en bonne santé, la sphère bucco-dentaire, etc., peut avoir des répercussions sur les modes d'alimentation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la progression ou pas que peut avoir l'état sanitaire d'une société ou pas. C'est extrêmement intéressant de pouvoir regarder le passé, voir comment les gens faisaient avec leurs techniques, avec leurs moyens médicaux et autres, et de s'interroger soi-même sur nos sociétés, voir comment la bonne santé des uns peut avoir une répercussion sur la façon dont on gère maintenant notre propre façon de concevoir la santé. La santé, la définition actuelle de la santé, c'est le bien-être psychique, mental et social. C'est pas ne pas être malade ou ne pas être handicapé. La santé, c'est le bien-être. Alors, avoir accès au bien-être de Néandertal, c'est compliqué, mais avoir des lectures de certains gestes qui nous montrent qu'il essayait d'être en meilleure santé et sont très intéressants pour réfléchir sur nos propres comportements. Est-ce que l'accès à la santé a toujours été quelque chose de clivant d'un point de vue social ? Quand je parle d'accès financier, enfin, c'est peut-être pas le bon terme, mais est-ce que c'est la santé, prendre soin de soi, c'est avant tout quelque chose qui est aussi réservé à une certaine élite ? Alors, forcément, dans les périodes historiques, avec non seulement beaucoup de vestiges, mais des textes, on se rend compte que se met en place une sorte de médecine à deux vitesses. Mais il n'empêche qu'on peut dédier des soins extrêmement précis, extrêmement onéreux à des gens
dits de l'élite, avec un statut social particulier, que ce soit des appareillages compensatoires, des prothèses ou simplement des soins. Mais on a aussi le soin de masse, le soin des indigents, de tout temps et sous couvert de la religion. La plupart du temps, quelles que soient les religions, le devoir d'aide et d'assistance est extrêmement important. Donc dans les grandes abbayes du Haut Moyen-Âge, on a soigné et pris en charge les miséreux. Avoir un matricule, le matricule, ça vient de là. C'est-à-dire que vous aviez un numéro, vous étiez un indigent, vous ne pouviez pas survivre et vous nourrir au quotidien. Vous pouviez aller à l'abbaye, donner votre matricule et on vous prenait en charge. La nourriture, c'est le premier des soins. Donc, médecine à deux vitesses, avec une lecture, évidemment, pour des périodes plus récentes, mais il est vraisemblable que l'accès aux soins soit aussi un curseur social et économique. Alors, tout à l'heure, on n'a pas réussi à faire cette vraie distinction entre guérir et soigner, mais je vais retenter ma chance. Effectivement, aujourd'hui, d'un point de vue médical, on guérit mieux, c'est relativement indéniable, mais est-ce qu'on prend mieux soin de nous ? Mais je pense qu'il faudra aller interroger des urgentistes en ce moment pour leur poser la bonne question. Je pense qu'effectivement, on a des taux de guérison qui sont exponentiels, mais peut-être qu'on prend moins bien soin des gens qu'auparavant. On parle des EHPAD, on parle des urgentistes, et donc on est dans le lien de l'homme à l'homme. Alors probablement qu'on est accablé ou enrichi par une technologie de pointe galopante qui guérit de plus en plus de gens, mais est-ce qu'elle guérit mieux ? Et est-ce qu'elle prend soin des gens ? D'où le titre de l'exposition qu'on a montée, qui s'appelle « Prenez soin de vous », avec toute l'ambiguïté du mot « soin », le soin médical, le soin chirurgical, mais le soin humain qui me semble être à la base de toute démarche. Alors on a parlé beaucoup du passé, mais c'est le moment de sortir votre boule de cristal, puisque c'est... Madame Irma est là. J'avais une petite question sur est-ce que vous pensez que vos homologues du siècle prochain pourront faire avec autant de facilité, et je mets le mot facilité entre guillemets, le lien entre nos rites funéraires actuels et notre mode de vie ? Alors, au siècle prochain, je pense qu'on aura la même démarche qu'à l'heure actuelle. Le siècle prochain, c'est demain. Ça va très vite. Donc, au siècle prochain, on ne fouillera pas les gens du 21e siècle. Si on fouille les gens du 21e siècle, on va avoir des surprises parce qu'on a tout un tas de problèmes de décomposition, etc., liés à l'ingestion qu'on a d'antibiotiques, de ferments lactiques, etc. Donc je pense que le rapport à la sépulture va être différent. Mais dans des millénaires, je pense que, ils hésiteront, ils auront leur grille de lecture, ils auront sans doute beaucoup plus, si tant est que ça se conserve, de vestiges archivistiques dématérialisés pour les aider. Et je leur souhaite bien du courage, parce que chacun sa peine. Je ne sais vraiment pas. Je n'arrive pas à me projeter. Tout va tellement très vite. Enfin, c'est un poncif. Déjà, est-ce qu'on aura l'intérêt de se pencher sur le passé ? Est-ce qu'on ne sera pas submergé par une humanité mieux soignée et galopante ? Est-ce qu'on ne sera pas tenté par des projets transhumanistes ? Est-ce qu'on ne sera pas sur Mars ou ailleurs ? Est-ce que ce sont des questionnements qui sont même très contemporains. Pourquoi on fait de l'archéologie ? Est-ce que ça vaut le coup encore ? Est-ce qu'on ne sait pas tout ? Alors c'est en ce sens que de proposer des composantes un petit peu, des passerelles en lien avec ce qui nous intéresse nous et ce qui intéressait le passé sont essentielles pour se rattacher à quelque chose. Mais alors la projection dans l'avenir et des archéologues et anthropologues de l'avenir, eh bien, ils se débrouilleront. Vous évoquiez le transhumanisme. Oui. Est-ce qu'on a déjà des traces de projets transhumanistes dans les squelettes que vous pouvez étudier ou dans les archives que vous avez pu Le seul consulter ? fait d'appareiller quelqu'un qui est né avec une agénésie, avec un membre en moins, il a sa complétude d'individu. Le fait de l'appareiller, c'est pas de le réparer, c'est déjà de l'augmenter. Donc on est déjà dans l'homme augmenté à partir du moment où on appareille quelqu'un qui est né avec un déficit. Donc on peut déjà parler de transhumanisme avec l'acception la plus digne du transhumanisme, parce qu'il y a quand même une version du transhumanisme qui peut faire peur aussi, parce que le transhumanisme, c'est aussi une forme d'eugénisme.
On peut imaginer d'appareiller des hordes et des hordes d'esclaves qui n'auront aucune souffrance, etc., et qu'on fera travailler dans des grandes plateformes, etc. Il n'y a pas toujours un présupposé bienveillant de réparation au transhumanisme. Les Égyptiens, quand ils embaumaient l'un des leurs, pour peu qu'il lui manquait quelque chose, un membre, et quel que soit le membre, le compensait pour que l'individu ait sa complétude dans l'au-delà. Le mot complétude vient de là, c'est un rituel. Donc on peut dire que, mettons que les Égyptiens étaient les premiers inventeurs du transhumanisme. Merci beaucoup Valérie Delattre. Avant qu'on mette un terme à cette splendide émission, il y a une question que je voulais vous poser qui est plus personnelle, puisqu'en fait j'aimerais bien savoir comment vous en êtes arrivé à étudier le handicap d'un point de vue archéologique. Alors c'est né d'un pari que j'ai relevé avec brio. J'ai un ami qui est athlète paralympique, qui est très lourdement handicapé, et qui, apprenant le métier que je faisais il y a déjà une quinzaine d'années, m'a dit « mais c'était comment pour les gens comme moi avant ?» Parce que le grand public dit à l'époque, avant, alors que nous, on raisonne en chronologie. Moi, avant, ça ne veut rien dire. Je lui dis, écoute, je n'en sais rien, parce que dans toute ma carrière d'archéoanthropologue, j'ai dû fouiller un nain et un bossu, mais je n'ai aucune idée du statut social. Et donc, il m'a dit, à toi de jouer. Et donc, avec l'INRAP, l'institut dont je dépends, qui m'a accompagnée dans cette recherche, parce que c'est important de travailler sur des grandes problématiques de société. Il faut que l'archéologie, ça sorte des musées, de l'entre-soi des colloques et des tables rondes. Il faut qu'on ait une vraie visibilité, un vrai ancrage dans la société, parce que ça éclaire, c'est inspirant, c'est pas donneur de leçons. Et donc, le handicap, c'était un bon vecteur pour parler du passé et pour parler du présent. Et l'archéologie, y compris préventive avec ses contraintes d'urgence, peut répondre pleinement à tout un tas de questionnements qu'on se pose. Chers auditeurs et chères auditrices, si vous voulez être inspirés, 2 conseils. Le premier, c'est de venir ici à Nantes au Chronographe pour visiter cette exposition qui aura lieu du 15 juin, donc aujourd'hui, jusqu'au 5 janvier 2020. Prenez soin de vous, et aussi un petit conseil lecture. Donc ce livre écrit par vous, Valérie Delattre, Handicap, quand l'archéologie nous éclaire. Donc c'est la fin de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi et écouté. Merci à vous Valérie Delattre. Merci. Merci Agathe. Merci beaucoup Jérémy, et merci évidemment au Chronographe de nous avoir aidés dans l'organisation de cette table ronde. À la semaine prochaine au Labo des Savoirs.